Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Marie-Caroline, comment vas-tu ? Super, et toi ? Écoute, ça va super bien. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. On va parler d'un sujet dont on parle trop peu souvent, à mon avis, qui est celui de l'argent. Et on va essayer de voir ensemble comment apprendre à mieux gérer son argent. Et de manière globale, je trouve que c'est aussi intéressant dans Learning by Doing. J'interviewe pas mal d'acteurs qui ont eu des changements de carrière aussi, qui se sont repositionnés, qui font un peu de la curiosité, la transmission, leur quotidien. Et en discutant avec toi en préparant, je me suis rendu compte que c'était totalement ton cas. Donc je suis vraiment ravi de t'accueillir. Je fais une petite intro hyper rapide sur ton parcours. Après, je te laisserai la main pour repréciser et me dire si j'ai dit des grosses bêtises. Donc toi, tu as plutôt une carrière où tu étais trader, donc vraiment dans la finance pendant 10 ans à Londres. Et ensuite, tu as changé de parcours. Alors, tu as gardé ce sujet des finances en fil rouge. Et aujourd'hui, tu fais du coaching individuel. Alors, ce qu'on va appeler du money coaching. Alors, tu me donneras les termes exacts. Tu animes aussi un podcast qui s'appelle Money Chill Out. Tu animes des ateliers, des conférences pour les entreprises. Et donc, tu as fait ce sujet de la façon dont on peut apprendre à bien gérer ses finances, un de tes sujets, un de tes points importants dans ta carrière. Est-ce que j'ai bon déjà jusque-là ? Parfait. Bon, super. Et maintenant, je suis juste basée à Lisbonne, mais sinon, Oui, c'est tu es basé à nickel. Lisbonne. Est-ce que tu veux revenir en quelques mots sur ton parcours, comment t'es tombé dans la finance? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu t'es un peu écarté du trading traditionnel et ton activité? Oui, comment je suis tombée dedans, j'allais dire, au fur et à mesure. Enfin, c'est juste un domaine qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé à faire des stages en gestion, gestion de fonds, qui m'ont beaucoup plu. Et du coup, j'ai voulu creuser. Je suis arrivée à Londres pour faire mon master spécialisé. Je pensais vraiment rester 1 an. Au final, j'y suis restée plus de 10 ans. Et puis, j'ai commencé en banque française. Puis, j'ai fait 5 ans. Ça se passait bien. Puis après, j'ai été chassée par une banque anglaise. Et puis, j'ai continué. Ça s'est bien passé. Enfin, après, c'était du boulot, etc. Mais j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà. Puis à un moment, je me suis dit, ok, est-ce que on avait une opportunité de bouger à Lisbonne? Je me suis dit, écoute, c'est le bon truc. J'avais toujours dans la tête un jour de faire quelque chose, de créer ma propre boîte. Je savais pas quand, comment, ni quoi. Mais du coup, quand on a décidé de bouger, je me suis dit, OK, où est-ce que je suis bonne ou qu'est-ce que je peux faire pour retransmettre de la connaissance? C'est vraiment au niveau de l'investissement ou même de l'argent au sens plus large. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec leur argent, il y a plein de gens qui ne font rien, qui pensent que c'est compliqué, etc. Donc, mon but, c'est vraiment de démocratiser, d'ouvrir le sujet, de donner de la confiance, donc de la connaissance, et du coup, d'avoir une certaine notion de bien-être financier qui m'est bien chère. Et alors, c'est quoi le bien-être financier? Parce qu'effectivement, ce terme, je l'ai assez peu entendu. Quand on parle d'argent, d'investissement, c'est souvent de manière très sérieuse, très, je sais pas si c'est même administratif. En tout cas, Non, mais je c'est te vrai qu'on rejoins parle sur. souvent de chiffres et exactement, de performance, etc. Mais en fait, voilà, le bien-être financier, c'est juste se sentir bien avec son argent, qu'on en ait beaucoup ou qu'on en ait beaucoup moins. Et comment on se sent bien? C'est en étant détaché, en voyant que c'est vraiment un outil qui nous permet de faire des choses. Et le fait de s'y connaître, donc d'avoir un minimum d'implication autour de son argent, ça permet en fait, de tout aligner, genre qu'est-ce que je veux dans la vie, pourquoi et comment je vais le faire, et voilà, avoir tout qui est avec ses valeurs
et donc son argent qui travaille pour ses buts. Ok, alors on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Moi, je vais te poser la même question que j'ai posée à Johan Lopez, que tu connais peut-être, qui a une newsletter qui s'appelle Oui. Snowball, que j'ai eu sur le podcast il y a quelques temps. Je lui demandais qu'est-ce qui fait qu'on a ce rapport un peu. Alors, je sais pas si c'est compliqué à l'argent. En tout cas, c'est vraiment pas un sujet sur lequel on est formé. Je pense qu'au niveau des études, à part dans les cycles supérieurs, on nous parle peu de gestion d'argent, en réalité, de gestion de finances, de comment ça fonctionne, le marché, globalement, comment nous, on peut s'inscrire là-dedans à notre niveau. Tu vois ça comment, en fait? Alors, t'as forcément un biais très fort, parce que tu as travaillé pendant plus de 10 ans sur le sujet, mais aujourd'hui, quand tu commences ces discussions avec les gens que tu coaches, ou avec ou dans les ateliers ou les conférences que tu animes en entreprise, c'est quoi le point de départ en réalité? Qu'est-ce qui fait que effectivement on est finalement assez peu exposé à ce sujet-là? Bah, c'est clairement un problème d'éducation et même de culture, en fait. On n'en parle pas, c'est vraiment pas le sujet que que les parents en général ont envie qu'on apporte, à la table à manger, enfin et donc du coup, c'est un sujet que voilà, on n'échange pas, on n'apprend pas du coup. Éducation, bah, comme tu as dit, que ce soit, à l'école ou en université, il y a rien qui est fait sur le domaine. Et du coup, quand on commence à gagner un peu d'argent avec ses premiers salaires, etc., c'est limite la première fois qu'on doit se poser des questions. Ok, qu'est-ce que je fais? euh, et on ne connaît pas en fait le champ des possibles, etc. Et en fait, on oublie aussi que l'argent peut être entre guillemets fun et que ça peut nous permettre de bien vivre, d'aligner la façon dont on est avec ses valeurs, etc., de soutenir des causes qui nous sont chères. Enfin, donc il y a énormément un champ des possibles qui est grand. Et donc pour moi, c'est vraiment remettre la place de l'argent comme c'est une discussion qu'il faut avoir et c'est justement parce qu'on l'ouvre, qu'on apprend des autres, qu'on échange des bonnes pratiques, qu'on se rend compte de ce que les gens font et que du coup c'est un peu démystifié parce que c'est pas si complexe. Ouais, c'est super clair. Et du coup, alors, c'est quoi la première étape? Alors, je sais pas si je te demande pas de refaire ton atelier ou ta conférence, mais c'est quoi la première question à se poser quand on dit, bah oui, c'est vrai, alors, je gagne de l'argent, j'ai quelques idées, je vois ce que les autres font. Déjà, comment on fait pour pas, j'allais dire, tomber dans ce schéma un peu de pression sociale, dire, ah, les autres font comme ça, donc je vais faire comme ça. Tu parlais de l'éducation de nos parents. Effectivement, je pense que, alors, il y a quand même des parents qui parlent de ça avec leurs enfants. Après, les contextes d'investissement de nos parents sont peut-être pas les nôtres. Les thèses d'investissement sont Mhm. pas les mêmes. À titre personnel, je me souviens avoir quelques discussions. Et effectivement, quand tu étais dans des années où il y avait de l'inflation grandissante, forcément, oui, investir, c'était la bonne solution, enfin, tout de suite dans l'immobilier, parce que tout prenait naturellement beaucoup de valeur et bien plus qu'en restant à la banque. C'est Mhm. quoi les premières questions à se poser là-dessus, sans effectivement un peu succomber et être perdu dans les news qu'on lit, dans ce que nous disent nos amis, dans ce qu'il faut absolument faire parce que telle ou telle personne l'a fait. Comment, Mhm. comment, on, comment on Bah, navigue là-dedans? pour moi, en fait, c'est vraiment pas nécessairement réfléchir à une solution. Et en fait, c'est un peu le problème que beaucoup de personnes pensent, enfin, ou font. Parce que toute l'offre un peu bancaire traditionnelle, c'est OK, tu veux investir, OK, il y a ce produit, il y a ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais en fait, la première chose qu'il faut faire ou qu'il faut savoir, c'est ces chiffres. Et ça paraît tout bête de savoir combien je gagne, mais en net, donc après impôts, combien je dépense, un montant global, mais aussi par sous-catégorie, donc combien je dépense, je sais pas, en nourriture, en vacances, etc., pour voir déjà si on est bien aligné. Si je dépense trop, je sais pas, en nourriture, alors que ça me fait aucun plaisir, et par contre, je dépense pas assez en sport, alors que j'adore ça, enfin voilà, en fonction des gens. Pour en fait savoir qu'est-ce que j'économise par mois en moyenne et sur ce que j'économise, déjà si on économise, quelle est la partie que je pourrais consacrer sur l'investissement vraiment à long terme. Donc ça, c'est le B à bas. Et en général, dans mes clients, et c'est ça qui est un peu marrant, puisque le but, c'est vraiment de guider, etc., c'est oui, oui, je connais mes chiffres, et en fait,
on creuse un peu et puis en fait, ah oui, j'ai oublié ça, ah oui, non mais attends, je suis pas sûre de ci, attends, faudrait que je check ça. Enfin bon, voilà. Donc, connaissance des chiffres, c'est le b.a-ba et c'est vraiment numéro un. Et puis le numéro 2, qui est lié un peu, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est vraiment ces buts financiers qui soient à court terme, à moyen terme, à long terme, qui soient hyper définis pour pas que ce soit un rêve, quelque chose, un jour, je ferai ça, ok. Et tu vois, que ce soit spécifique avec un ordre de temps pour être motivé et être sûr que le but, en fait, devienne réalité. Et du coup, faire en sorte que tous les investissements ou tout ce que je fais, c'est à cette destination. Hyper clair. Donc repartir de un petit audit de exactement quelle est ma situation et se poser la question de ce que j'ai envie de faire avant de commencer à parler des moyens pour y arriver. Exactement. Ça, c'est C'est ç vraiment à la fin. OK. Non, mais c'est super clair Et et en je fait, pense que ça le problème exactement d'énormément de gens, c'est on met tout de suite le comment avant de penser au quoi, pourquoi et qui je suis en fait. Est-ce que j'ai envie de prendre du risque? Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée de perdre un peu d'argent? C'est quoi ma situation financière? Est-ce que je suis plutôt safe ou alors est-ce que j'ai envie de... Enfin, ou même d'un point de vue global, en fait, l'investissement, c'est une poche, mais la façon dont on garde de l'argent, c'est une autre. Et si j'ai des revenus qui sont plutôt volatiles, donc plutôt en dents de scie, peut-être que mes investissements seront peut-être un peu plus safe pour protéger un peu. Si je suis employée et tous les mois j'ai la même chose, du coup, j'ai peut-être pouvoir prendre un peu plus de risques. Enfin, encore une fois, il y a pas de bonne réponse et voilà, c'est chaque personne qui doit définir en fait. Mais ces questions, elles sont rarement posées et rarement du coup répondues. Et c'est dommage parce que c'est vraiment la base de tout. trop bien. Non, mais c'est super clair. J'aimerais orienter un petit peu notre échange aussi sur comment tu t'es lancé sur cette activité. Parce que donc tu avais un métier de trader qui, à la fois, me semble hyper aligné, à la fois me semble un peu. Alors, je me fais peut-être une image du trading, l'image d'Épinal où il y a cette salle de marché où les gens sont des chemises relevées et partent des ordres à la volée. Je pense que ça a bien changé. Non, mais globalement, en gros, ma question, c'est comment tu opères cette transition en disant je pense que tu travaillais aussi dans des machines bien établies, bien rodées, des structures assez larges, des grandes banques. Comment tu deviens indépendante et surtout comment tu construis ton offre entre guillemets, c'est-à-dire, alors là je suis vraiment sur le learning by doing en disant en fait comment tu t'es dit, alors j'imagine que c'est pas le jour 1 où tu t'es dit bon tiens je prends des premiers clients, il a fallu commencer peut-être par le réseau au départ. Comment tu as structuré un petit peu ton approche sur ce volet-là, sur ton activité aujourd'hui? Mmh. Quand j'ai quitté Londres, du coup, j'ai pris, quelques mois off, vraiment parce que, voilà, j'avais bien bossé pendant, 10 ans, 12 ans, voilà, donc j'avais, envie de souffler un peu et de réfléchir parce que encore une fois, je savais que j'allais faire quelque chose, mais quoi, ou comment, aucune idée. Donc le où, si, Lisbonne, mais sinon, le reste, non. Et donc du coup, c'était, savoir ce que je voulais faire. Du coup, je me suis dit: je me sens, on va dire, privilégiée de, toute cette connaissance que j'ai eue, de toute cette expérience que j'ai eue et je me rends compte en discutant avec, plein de gens que, c'est vraiment pas un sujet que les gens, sont à l'aise avec. Et donc en fait, en plus de, mon exposition en trading, j'ai, quand même fait un master qui était en gestion d'actifs. Donc en fait, c'est vraiment l'application des concepts pour comment gérer son portefeuille. Donc ça, c'est hyper réel. Et personnellement, j'adore investir mon argent. Donc en fait, c'était un peu ce Swift, enfin ce mouvement en fait, qui m'a dit: «OK, mais j'adore le faire moi-même». Pourquoi? Parce que moi je trouve ça hyper, je sais pas, j'adore et donc du coup, j'ai vraiment envie de redonner, un peu cette connaissance. Et donc comment tout s'est mis en place? Au fur et à mesure, en fait, je me suis dit déjà, chaque métier est hyper spécifique et donc moi j'étais à Londres dans l'environnement finance de marché, donc vraiment un micro truc. Mais du coup, mon réseau, en fait, faut déjà que je dise ce que je fais, et cetera. Donc je me suis dit: «OK, le meilleur moyen pour partager de la connaissance, pour ouvrir le sujet et pour augmenter mon réseau, ça va être de lancer mon podcast». Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite pour voilà,
avoir c'est un peu cette vitrine. Et puis 6 mois après, entre-temps, j'ai eu un bébé et 6 mois après, j'ai lancé du coup mon podcast, mon activité de coaching. Pour en fait, c'est le pas suivant, c'est la première fois, enfin 1, 2, 3, le podcast, on ouvre le sujet, on suscite l'intérêt et puis après, il y a le coaching pour les gens qui veulent aller plus loin. Ok, alors petite question sur le podcast. Alors je te rejoins complètement et je pense que ce qu'on est en train de vivre en témoigne aussi. C'est hyper intéressant je pense qu'on se serait jamais rencontrés autrement si il n'y avait pas eu Mmh. ce podcast. On va remercier Sarah aussi que j'ai eu sur le podcast qui a fait la petite intro. Oui. Question sur le podcast. Toi, tu as interviewé des experts de secteur, des gens qui avaient à peu près le même parcours. Comment tu as ciblé un petit peu les personnes que tu recevais sur ton podcast? Au départ, je suis partie dans mon entourage. Je me Mm. suis dit: «OK, en fait, les questions d'argent, c'est pour tout le monde». Donc en fait, j'ai vraiment envie de trouver des personnes, alors qui m'inspirent, certes, mais qui sont, vraiment mes amis au départ. Et je vais prendre un sujet qui leur correspond. Donc c'est vraiment une personne et tiens, quel sujet pourrait, aller avec cette personne? Et puis au fur et à mesure, bah, je grossis ou je prends un peu d'expérience et cetera et donc du coup, je m'appuie sur le réseau, en fait, des personnes que j'ai interviewées. Donc un peu ce que tu fais, «Ah, tu as aimé le podcast, OK, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un, Mm. pour le prochain épisode?» Et puis là, donc là, je suis au 35e épisode à peu près, ça Ok, fait 15 mois que j'ai lancé. bravo. Là, j'ai les premières personnes depuis à peu près 2 mois qui me contactent d'elles-mêmes parce qu'elles ont vu, un épisode qui leur a plu et cetera et donc là, c'est vraiment, des personnes que je connais pas et qui me sont pas recommandées qui viennent. Et donc, en fait, mon but, c'est d'avoir des personnes, donc à chaque fois inspirantes, évidemment, Mm. mais en fait, comme le but, c'est vraiment de démocratiser et d'ouvrir le sujet, j'ai pas envie d'avoir que des experts sur des sujets un peu pointus, techniques, etc. J'ai vraiment envie d'avoir un peu de tout. Donc, en fait, il y a des personnes expertes, oui. Il y a des personnes qui juste ont eu l'occasion de faire quelque chose et donc c'est vraiment par l'aspect pratique en fait qui vont raconter ou alors juste bah, je sais pas, l'argent dans le couple, l'argent quand je pars dans un autre pays, ah, je suis entrepreneur, j'ai levé des fonds. Enfin, c'est pas leur métier en fait à la base, mais n'empêche qu'ils ont une expérience et donc ils racontent ce qu'ils ont appris. Trop bien. Excuse-moi, donc j'ai fait une petite digression pour comprendre un petit peu comment tu t'étais organisé T'inquiète. sur le podcast. Non, mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis en train même de rendre compte à travers les premiers épisodes. Donc, je pense que là, on enregistre, ça doit être le 20 ou le 25e épisode. Euh, le format podcast est hyper utile pour comprendre, même des gens que tu connais bien, la manière Mm. dont ils cheminent, la manière dont ils ont réfléchi. Et je pense que même en entreprise, on devrait s'enregistrer, on devrait se faire des interviews enregistrées. Ça permettrait de mettre des choses à plat et de partager la connaissance beaucoup plus simplement. Je ferme cette Non, mais parenthèse. ce qui est fantastique, voilà, ce qui est fantastique, c'est qu'à chaque fois, dans n'importe quel épisode, tu apprendras des choses. Hmm. Et ça, c'est quand même génial, même en étant un peu expert sur le sujet, tu as toujours, je sais pas, des petites notions, des façons de faire. Enfin, ouais, Trop bien. super. Donc on était démarrage, tu lances ton podcast. Il y a une petite pause euh, congé maternité de ce que j'ai compris, et C'est ensuite ça. tu lances ton activité autour de coaching. Du coup, comment ça s'est passé? C'est les gens qui t'ont contacté? C'est toi qui as dit ah bah tiens maintenant je fais ça en plus? Et surtout comment tu t'es Alors, j'allais toi dire, organisé? ouais, j'allais dire hyper old school. C'est vraiment le bouche à oreille. Donc, en fait, Ok. j'ai commencé à dire, OK, bah, vas-y, j'ai fait mon podcast, ça fait déjà 6 mois, j'ai fait X épisodes. Du coup, avoir un peu de traction là-dessus. Et puis, bah, OK, maintenant, le next step, parce qu'en fait, mon podcast, j'ai toujours su que ce serait une vitrine. Donc, c'est pas Hmm. là où je gagne de l'argent, ça me coûte de l'argent puisque j'ai un éditeur. Mais c'est vraiment, voilà, ma façon d'engager avec une audience. Et donc, voilà, coaching, vraiment bouche à oreille. Ma première cliente, elle était en Centrafrique. Donc, voilà. J'ai maintenant des clients un peu partout. C'est ça qui est génial en fait avec le coaching. Comme c'est pas du conseil, c'est vraiment guider, faire poser des questions, faire cheminer en fait la personne. Sachant que c'est la personne que je coach qui travaille et donc qui trouve ses propres questions, enfin ses propres réponses, pardon. Et du coup, voilà, j'ai des clients de Bali à pas mal de pays en Europe. Enfin,
et ça, c'est génial. Et pareil, même en termes c'est vraiment une question de mentalité et de mindset. Il y a des personnes qui commencent seulement et donc, bah, du coup, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ont accumulé, mais qui n'ont jamais vraiment investi. Il y a des personnes plus matures qui sont très fortunées. Enfin, encore une fois, la palette est hyper vaste et c'est la diversité en fait qui me nourrit et que je trouve génial de vraiment de voir grandir. Voilà, ouais. Ok. Et donc, du coup, toi, l'objectif, c'est quoi? Tu vas resserrer au bout d'un moment les types de personnes que tu coaches ou tu continues à prendre un petit peu, j'allais dire tout le monde. Je pense que c'est pas tout le monde, c'est les gens qui sont intéressés par le sujet. Ouais, non, exactement. En fait, j'ai trois domaines un peu, enfin, où j'ai envie d'attraper des clients. C'est vraiment donc tout ce qui est investissement, Mm. que ce soit à long terme ou à plus court terme. Donc, préparer des retraites, préparer des compléments de revenus, juste investir parce que j'ai jamais fait et puis j'ai cet argent qui dort, etc. Après, il y a tout ce qui est question un peu budgétaire. Donc ça, c'est vraiment plus dans le dans la gestion journalière ou mensuelle, quoi. C'est comment bah, connaître ses chiffres, comment regarder à la fin de mois où est-ce que l'argent part, etc., et réaligner en fonction de la personne. Et du coup, définir des buts et puis y arriver. Et puis la troisième partie, c'est un peu plus tout ce qui est lié à la psychologie de l'argent, donc avec tous ces biais, ces barrières, et puis même je sais pas, on reçoit un héritage, une donation, ah mais c'est pas vraiment mon argent. Enfin, il y a plein de sous-jacents, comment être payé à la bonne valeur, etc., qui m'intéressent beaucoup. Et donc du coup, encore une fois, c'est donner des clés de la connaissance pour que les barrières tombent. Trop bien, hyper intéressant. Je voudrais revenir maintenant sur des expériences un peu learning que toi, tu as pu voir. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'effectivement, il y a je sais pas, des biais communs ou des choses récurrentes, alors vis-à-vis de l'argent, hein. On a déjà commencé un petit peu à en parler, et c'est marrant parce qu'on le sent même dans le ton de ta voix, tu évoques le sujet de manière très fun, et ce qui est pas en Mm. rupture, mais ce dont on n'a pas l'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, d'autres apprentissages où tu te dis, bah ouais, tiens, là, ça peut être intéressant de les partager avec même des gens qui sont pas forcément hyper sensibilisés au sujet euh, aujourd'hui? Le plus commun, j'allais dire, c'est qu'ils imaginent pas en fait le champ des possibles. Quand on dit même investissement, la première chose qu'on pense, c'est ok, il va falloir que je trouve quelqu'un qui manage mon argent. Ok, c'est une façon de faire, elle est possiblement très bien pour certains individus, mais en fait, il y a énormément d'autres possibilités. Et du coup, encore une fois, parce qu'il n'y a pas nécessairement la connaissance, bah, du coup, il n'y a pas la pensée qui va avec, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui demandent pas tant d'efforts que ça. Et encore une fois, c'est pas une question d'être expert, que ça devienne son propre métier. Enfin, c'est pas le but. Mais par exemple, de faire une allocation d'actifs, c'est-à-dire de juste définir, ok, bah, j'ai mon argent qui est un peu comme un gros pot de monnaie et je vais prendre une petite partie et je vais le mettre là-dedans et puis cette partie je vais le mettre là et donc en fait jamais mettre ses yeux dans le même panier, en fait le dicton un peu de bourse, bah, c'est ça. Et ça, c'est pas si complexe. Et en fait, ça permet bah, déjà de payer moins de frais puisque bah, c'est nous qui faisons l'allocation d'actifs. Et après, chaque poche, entre guillemets, est gérée par une personne dont c'est le métier, donc une personne experte. Et donc, en fait, il y a quand même un gros support. Encore une fois, c'est pas le but de tout faire soi-même. Ça, c'est une super façon de faire. Ça peut convenir ou pas à certaines personnes, c'est pas le but. Mais déjà, juste de savoir que c'est possible à faire et que c'est pas si complexe, bah, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, ça a l'air complexe, donc je vais trouver quelqu'un. C'est vraiment le premier raccourci Mm. que la plupart des gens font. Et la Effect- deuxième chose, c'est aussi, je pense, alors c'est surtout pour les clients femmes, on parle souvent et ça m'énerve beaucoup, mais que les femmes n'ont pas nécessairement d'appétence pour le risque, qu'elles veulent des produits d'investissement qui sont hyper protégés, etc. Le problème, c'est que qui dit protection dit peu de rendement. Et
pourquoi pas, hein. Et en fait, au fur et à mesure, du coaching, la plupart de mes clientes vont en fait réévaluer plusieurs fois, leur appétence au risque parce qu'en fait, vont se rendre compte qu'avec les situations ou les scénarios qu'elles faisaient au début, bah, du coup, le rendement est pas génial. Ah, mais si le rendement est pas génial, bah, ça va pas exactement faire ce que je veux, pour la suite. Hem Ah et puis maintenant, je me sens plus, à l'aise parce que j'ai mieux compris et donc en fait, l'appétence au risque a tendance à monter, encore une fois, toute proportion gardée, mais juste parce que la connaissance arrive et donc en fait, Effectivement. ce dont je me bats souvent, c'est la différence entre être risque averse, donc ça, c'est vraiment vouloir de la protection, donc on est averse au risque, ou alors risk aware, et donc ça, c'est juste être conscient qu'il y a du risque. Et donc les 2 concepts sont bien différents. Clairement, on a plus peur de ce qu'on ne connaît pas en réalité, si je Exactement. résume. OK, Ouais, c'est hyper clair et effectivement, il y a un autre point sur lequel, j'aimerais avoir ton avis. Alors là, effectivement, on voit des patterns communs. Est-ce qu'il y a de l'autre côté, des clés de succès, des trucs où tu as remarqué qu'en fait, pour que ça se passe bien au niveau investissement financier, est-ce qu'il y a, alors je sais pas si c'est une recette magique, mais en tout cas vraiment un peu une checklist qu'on pourrait donner là-dessus en, je sais pas, deux trois points qui te semblent vraiment les trucs ouais. les plus intéressants, sans forcément effectivement que ça devienne un full-time job, parce qu'effectivement tu peux vite, je pense, te retrouver, vu l'étendue des possibles, tu peux vite te retrouver un peu submergé d'informations Perdu, sur le sujet. ouais, Ouais. complètement, ouais. Bah, la première vraiment, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est l'implication. Franchement, si on veut un minimum de bien-être financier, il faut juste, mettre un peu les mains dedans et encore une fois, c'est pas une question d'être expert, de tout connaître et cetera, mais juste de commencer. Et donc les premiers steps qui sont liés à cette implication, c'est vraiment de connaître ses chiffres et de définir ses objectifs. Donc ça, c'est la base de tout. Le deuxième un peu, ou la deuxième recette miracle, je sais pas comment tu appelles ça, c'est l'automatisation. Et ça, c'est, 2 ça prend 2 formes. La première, c'est vraiment dès qu'on reçoit son argent, son salaire, on se paye en premier. C'est-à-dire que, on a un virement qui est automatique et qui, part en fait du compte courant et qui va sur, n'importe quel compte, pour vraiment investir. Parce qu'en fait, c'est toujours prouvé que si on a une quantité définie d'argent, on va pouvoir la manager. Alors que si on a plus d'argent et puis on se dira: «OK, si jamais il reste quelque chose à la fin, on prendra et puis on mettra sur le pour investir». En fait, enfin la 2e solution, est beaucoup moins, efficace. Donc vraiment, au départ, on reçoit son argent direct, on se paye en premier avant de payer n'importe qui et puis après on investit fréquemment et donc, on peut faire ce qu'on appelle le concept de dollar cost averaging, où en fait, on va définir, je ne sais pas, à partir de 50 euros, donc c'est pas des gros montants nécessairement, mais donc tous les mois, on investit un peu pour être sûr en fait que l'argent est placé, l'argent rapporte, etc. Donc ça, c'est vraiment automatisation. Et en fait, comme c'est automatique et comme c'est mis en place, il n'y a aucune charge mentale. C'est juste, voilà, ça devient un réflexe. Je reviens sur ton point, donc l'automatisation. Le premier concept, tu dis se payer en premier, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce dont j'ai besoin pour vivre, je le mets tout de suite d'un côté, ou c'est plutôt la poche d'investissement, je la dégage tout de suite de ce que j'ai reçu? La poche d'investissement, je le dégage tout de suite. Et Ok, donc, en fait, d'accord. c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces chiffres. C'est qu'en fait, savoir, OK, bah, tous les mois, plus ou moins, je vais pouvoir dégager 50, 200, 500, 1000, n'importe quel montant. Et ça, tout de suite, ça part. Et Ok, après, j'ai plus que bah, mon salaire moins la partie qui est partie pour pouvoir vivre. ok. Et puis après, si jamais il en reste, bah, on peut rajouter. Mais au moins, il y a ça qui part tout de suite. Et comme ça, tout le temps, on aura cet argent qui investit. Ok, très clair. Et donc la dernière, donc l'implication, c'était vraiment la première. La deuxième, c'est tout ce qui est automatisation. Et la dernière, c'est savoir se faire aider, prendre un coach éventuellement. Mais c'est vraiment une question d'ouvrir le sujet, d'apprendre des autres et
et voilà, et de cheminer. Et donc, encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de mindset. Et voilà, donc se faire Ok. aider. Si on comprend pas, on va pas investir sur des produits qu'on comprend pas. On va pas investir parce que c'est le FOMO, tout le monde investit là-dessus. Bah vas-y, moi aussi j'y vais alors que j'y comprends rien. Non, faut. Ça, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, ça évoque un point, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, pour se faire aider. Donc, effectivement, il y a le coaching, ça, je pense que tu prêches un convaincu là-dessus. Est-ce qu'il y a des sources d'infos aussi, ou des. Enfin, voilà, un truc qui est. Alors, je sais pas si c'est moins impliquant, mais en tout cas, où on peut dire, bah tiens, je commence par ça. Ma question derrière ça, c'est que il y a aussi un vrai biais social dans l'argent. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, notamment, je sais pas, entre amis ou choses comme ça, on va un peu enfin, je sais pas si c'est le terme, se toiser, mais en tout cas, il y a un gros biais, une grosse pression sociale là-dessus. Mm, Et c'est dur d'avoir, encore une fois, je parle, c'est très empirique ce que je dis, hein, je sais pas si c'est vrai partout, mais c'est dur d'avoir une conversation objective sur l'argent avec des amis, par exemple, ou en famille, je pense. Il y a beaucoup de biais parce que, je sais pas, il doit y avoir un truc où chacun doit se dire que sa position est la bonne, et donc du coup, enfin voilà, il y a un petit truc un peu compliqué. Je sais pas comment tu vois ce truc-là. Donc ma question étant de partie, c'est sur un peu ce biais classique de, alors je sais pas si c'est du FOMO, mais ce biais classique et cette pression sociale, comment tu arrives à désamorcer ce truc-là? Et deuxième partie, plus, est-ce qu'il y a des sources d'infos sur lesquelles on peut venir se documenter, apprendre, se poser les bonnes questions, des trucs un peu fiables et accessibles aussi, quoi. mhm. Bah, sur les biais, clairement. Après, je pense que surtout quand on s'y connaît pas nécessairement et qu'on veut juste ouvrir la discussion, etc., c'est génial d'en parler. Donc, encore une Mm, fois, c'est pas sa famille, ses amis, enfin, ce qu'on veut. Mais il faut pas être, un, dans le jugement et deux, mm, se comparer. Ça, c'est clair. Donc, en fait, on veut ouvrir le sujet pour apprendre et pour gagner de l'information. Donc, ça peut être, OK, tiens, est-ce que toi, tu arrives à économiser de l'argent? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas, ça fait X années que tu travailles. Comment tu gères, en fait, ton argent? Tu as investi. Qu'est-ce que enfin, pourquoi tu as fait ça? C'est quoi les produits qu'on t'a conseillés? Tu es allé voir qui? Enfin, plein de questions comme ça. Et donc, en fait, là, c'est vraiment un peu de la culture G, en fait. Et il faut pas le voir comme ah là là, il a investi, il est déjà, ou elle est déjà avant moi, là là, je suis nulle, j'ai rien fait. Non, c'est vraiment ouvrir le sujet. Et encore une fois, en fait, on voit rarement par exemple, si on investit dans l'immobilier, on voit tout de suite que la personne a réussi, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est tangible. La personne a investi dans un bien. Par contre, il y a plein de gens qui n'investissent pas dans l'immobilier et qui investissent ailleurs, et ça se voit pas. Donc en fait, encore une fois, ce qu'on voit ou ce qu'on ressent versus la réalité, ça peut être hyper différent. On achète une super voiture de sport, bah, ça se voit. Après, comment elle est payée, ça personne le sait. Est-ce que c'est de la dette? Est-ce que c'est enfin, donc, encore une fois, faut un peu se sentir bien dans le sens, voilà, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Moi, j'ai juste envie d'apprendre. Donc, si la personne, j'ai pas l'impression qu'elle soit ouverte ou si je me sens mal dès qu'à chaque fois je pose une question, bah, je change de personne en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, ouvrir le sujet. Et alors, je sais pas si c'est parce que je suis dans le, dans le milieu ou quoi que ce soit. Je trouve que les gens sont hyper ouverts à chaque fois qu'on discute, alors que c'est pas du tout moi qui vais poser des questions, mais c'est pas mal de personnes qui viennent me voir. Ah tiens, moi, j'ai cet argent. Bonjour, je m'appelle Marika. Genre, j'ai jamais rencontré la personne avant et vont me parler de leur argent, de leurs trucs. Enfin, donc franchement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas nécessairement à qui parler, etc. Donc voilà, trouver les bons amis ou la bonne famille, enfin, ou les bonnes personnes de la famille pour en parler complètement. Et quand je dis coach, oui, parce que c'est la méthode en fait la plus en termes de temps et d'efficacité, c'est ce qui va le mieux marcher. Par contre, il y a plein de gens qui ont qu'on appelle des accountability buddies en anglais, mm. et où c'est en fait prendre une personne de son entourage, encore une fois, qui est inspirante ou qui est un peu dans le même mindset que soi, et dire, OK, bah, tiens, dans un mois, on se retrouve, et dans un mois, bah, chacun, je sais pas, j'ai envie de faire ci, donc je vais me renseigner, et voilà, dans un mois, on se retrouve et je l'aurai fait.
Et en fait, ça va vraiment motiver parce que sinon, la motivation monte. Ah oui, oui, je vais le faire. Et puis après, la vie reprend. Et donc, du coup, la motivation descend et en fait, on le fait pas. Donc, avoir quelqu'un où on est un peu redevable, bah, ça va vraiment motiver à bouger. Et après, en termes de contenu ou même d'information, il y en a partout. Donc d'un côté, c'est génial parce que vraiment, quand on sait ce qu'on cherche, il y a de tout et tout est gratuit, tout est accessible. Après, il y a tellement tout qui est en ligne que surtout quand on ne sait pas nécessairement exactement ce qu'on cherche ou est-ce que c'est vraiment des faits et non pas des opinions. Ça, c'est quand même une grosse différence. Du coup, on va être un peu, comme tu disais tout à l'heure, submergé. Waouh, je commence où? J'ai lu plein de trucs. Chacun dit des trucs différents. Waouh, je m'y perds. Donc, euh, donc énormément d'infos, mais pour vraiment bénéficier de cette info, faut un peu déjà savoir ce qu'on cherche et pourquoi. Ok, donc effectivement, je retiens ce système de buddy qui est plutôt hyper Mm, intéressant d'avoir en fait un sparring partner là-dessus, chez qui on s'engage, parce que exactement. notamment on parle d'investissement, donc c'est des sujets malgré tout plutôt long terme, enfin moyen long terme. Euh, Si tu as des investissements à court terme, tu peux nous les partager avec grand plaisir. Mais en général, c'est plutôt sur moyen long terme. Et effectivement, le flux du quotidien fait que bah, ça passe après le reste. C'est un peu dommage. Effectivement, créer ces rendez-vous hyper intéressants. Et sur les sources d'infos, alors, du coup, ce que je comprends, c'est que tu n'as peut-être pas un canal principal. Est-ce qu'en contenu, j'allais dire un peu plus froid, type livre, je sais pas s'il y a une Ah bible à si, connaître sur je le suis sujet. grande Bon, fan. Ouais, je suis grande est-ce qu'il fan y a quand de même des lecture. ouvrages que tu peux nous conseiller pour débuter sur le sujet ou pour juste faire un peu de Ouais. culture là-dessus? Complètement. Il y a 2 bouquins que j'adore. Alors, ils sont en anglais. Est-ce que clairement, la littérature un peu financière, c'est quand même beaucoup plus développé en anglais. Mais donc, il y a Psychology of Money par Morgan Housel, qui est absolument génial, qui est vraiment, en fait, parle de tous ces biais et de la connaissance de soi et comment, en fait, bon, on est tous limité dans plein de formes. Et donc, en fait, c'est vraiment génial pour vraiment se connaître en tant qu'investisseur, se connaître en tant que personne. Et après, il y a un deuxième livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Happy Money de Ken Honda. Et c'est The Japanese Art of Making Peace with Money. Donc, c'est vraiment comment se sentir bien avec son argent. Et en fait, c'est prouvé encore, alors pas nécessairement que dans ce livre, mais par plein de recherches, que en fait, le mindset ne changera pas en fonction de sa richesse. Et donc, du coup, qu'on soit multimillionnaire ou pas du tout, en fait, on aura toujours un peu ces mêmes biais, etc. Et donc, en fait, juste le fait de se sentir bien avec ce qu'on a, de revenir à l'essentiel, c'est plein de sujets qui ont l'air un peu bateaux comme ça, mais en fait, c'est fantastique et ça, encore une fois, on se détache vraiment de l'argent. Et le fait vraiment d'être attaché, en fait, c'est toujours un peu ce système bah, j'ai de l'argent, j'en veux plus, j'ai de l'argent, bah non, je peux plus quitter mon taf parce que bah, après j'aurai plus d'argent. Enfin, donc en fait, et on a tous ces biais, moi compris. Quand j'ai quitté mon boulot à Londres, j'ai mis un peu de temps à me faire ça dans la tête, quoi. Mais du coup, s'en affranchir, c'est vraiment génial et ça vraiment permet de se recentrer et qu'est-ce qui est important, comment jouer à l'argent, bah, c'est un outil, et du coup, enfin, c'est génial. C'est ces deux bouquins, highly recommended. Donc ça aide à retrouver une forme d'équilibre par rapport au sujet, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, exactement, on a souvent, enfin, ouais, ça dépend encore une fois de son environnement, etc. Mais la comparaison, il y a quand même beaucoup de gens qui se Mhm. comparent les lifestyles, comparent les boulots, comparent ci, comparent ça. Et du coup, juste, ok, bah, moi, qu'est-ce que je veux? En fait, se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le fais? Et du coup, vraiment se sentir 15 fois mieux parce que, bah voilà, j'ai de l'argent ou moins d'ailleurs, c'est pas une question, mais je suis contente comme ça parce que ça va avec la vie que j'ai envie de mener.
Trop bien. Alors, on en a très peu parlé. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous parles un petit peu de comment tu travailles avec les entreprises aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on se connaît, hein. C'est Sarah m'en avait parlé Ouais. rapidement. Tu interviens dans les organisations pour Mhm. sensibiliser à ces sujets de gestion, la finance personnelle, gestion de son argent. Comment ça se passe? Comment c'est arrivé, ces opportunités-là, et comment ça s'organise? Alors, comment ça s'est passé? La première, c'est bouche à oreille, encore une fois. C'est ça qui est Ok. fantastique. J'ai eu une banque à Londres qui m'a contactée pour faire une série de deux conférences. Et donc, en fait, enfin, en fonction de l'entreprise, encore une fois, il y a plein de possibilités différentes. Il y en a certaines qui juste ont plein de budget en termes d'éducation, enfin, ou de formation. Et du coup, bah, ça peut être un moyen d'engager les salariés. Il y en a d'autres qui veulent un peu récompenser des staffs qui ont bien performé ou enfin voilà. Et donc voilà, ça a commencé donc bouche à oreille et bah, ça continue pas mal par le bouche à oreille. J'ai l'impression que là j'ai pas mal de boîtes à Paris. J'ai l'impression que c'est un petit microcosme, voilà. Et non, c'est génial. C'est comment bah, retenir ses talents, comment avoir une discussion sur un sujet encore une fois qui est pas ouvert. Et en fait, pourquoi en fait il y a une vraie demande des entreprises, c'est que la santé financière, elle est quand même assez pauvre dans n'importe quel pays. Et donc, quand je parle de santé financière, c'est encore une fois le fait de se sentir bien avec son argent. Il y a quand même des chiffres qui sont édifiants. Il y a 32%, donc quasiment un tiers, des gens qui se réveillent au moins une fois par mois à cause de leurs finances. C'est-à-dire qu'il y a une insomnie à cause de leurs finances. Et donc, on peut se dire, OK, bah, s'il y a ce problème, et à chaque fois, dans toutes les sources de stress, c'est l'argent qui revient en numéro un. Du coup, si on veut que ces employés soient plus efficients, soient plus, bah, ouais, se sentent mieux, bah, clairement, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, je pense que en tout cas, à Londres, c'est vraiment quelque chose qui boom en ce moment. Pendant Mm. le Covid, c'était vraiment la santé mentale. Donc, c'était tout ce qui était yoga, genre méditation, etc. Et maintenant, ça commence à se shifter un peu vers la santé financière. Et je suis sûre que ça va arriver en France Mm. très prochainement. Voilà. Hyper clair. Et donc, du coup, sur le format, c'est quoi? C'est des conférences, des ateliers pratiques? Tu fais ça comment? Donc ça dépend vachement des boîtes. Donc soit c'est vraiment plus en mode conférence, on choisit un sujet et encore une fois, il y a pléthore de sujets. Ça peut être sur, je sais pas, des gestions, enfin des produits spécifiques, ça peut être sur comment commencer à investir, etc. Et après, il y a des compagnies qui ont besoin de vraiment un peu d'atelier. Donc, c'est vraiment avoir des choses concrètes pour non pas seulement donner de la connaissance, mais aussi appliquer les concepts qui viennent d'être exposés. Et donc, dans ce cas-là, ben, voilà, possible de faire aussi des ateliers. Trop La bien. plupart, je fais en ligne, hein, pour être honnête. Donc, franchement, Covid, ça a bien aidé pour ça. Mais voilà, donc plein d'options et plein d'opportunités. Super, super clair. J'ai quelques petites questions un peu en mode à la foulée comme ça à te poser sur un peu tes routines d'apprentissage. Mhm. Je pose ces questions à l'entièreté des invités. Je trouve ça hyper intéressant aussi de comprendre comment vous fonctionnez. Euh, Est-ce que toi, t'as des routines, tu as des choses où tu dis, bah, ok, moi je sais que pour bien apprendre un sujet, pour bien maîtriser un sujet, il faut absolument que je passe par ces étapes-là. Ouais, clairement. Moi, j'ai vraiment besoin d'expérimenter et j'ai vraiment besoin de concret avant d'aller dans la théorie. Donc, si on me donne que de la théorie sur quelque chose que je maîtrise pas ou que je connais pas, ça me passera un peu au-dessus. Alors que si j'ai déjà expérimenté, en fait, je suis convaincue que j'ai besoin ou j'ai envie d'apprendre et du coup, à un moment, je vais avoir envie de la théorie derrière. Et en fait, enfin, dans beaucoup de choses que j'ai fait, c'est, par exemple, j'avais fait un stage en gestion d'actifs, donc en France, pendant mes études. Du coup, ça m'a énormément plu. Bah, hop, j'ai envie d'aller
le step plus loin. Et donc, du coup, j'ai fait un master de finance de marché à Londres. J'ai fait du yoga pendant 7 ans, quelque chose comme ça, et j'adore, ça me plaît beaucoup, etc. Et à un moment, je me dis, ok, mais j'ai envie d'en savoir plus, pourquoi je ressens ça, c'est quoi les effets sur le corps, enfin, etc. Et donc, du coup, je suis devenue prof. Donc, il y a plein de... Ouais, j'ai vraiment besoin de mettre les mains dans le cambouis avant d'avoir la connaissance. Ça, c'est mon truc. Et puis après, comment je me nourris, entre guillemets, enfin, je suis quelqu'un de curieuse et j'aime beaucoup apprendre. Du coup, je lis beaucoup et je discute aussi beaucoup. Donc, j'essaye toujours d'avoir des gens qui m'inspirent autour de moi, voilà, soit des sujets qui me plaisent de base, ou alors même des sujets que je connais pas du tout, mais juste rencontrer des gens un peu passionnés, c'est toujours hyper sympa. Ok, très clair. Alors, du coup, comme tu es très curieuse, est-ce que tu as vu des bonnes idées en matière d'apprentissage ou d'éducation récemment que tu aurais à nous partager? Ouais, il y a un truc fantastique que j'ai. Donc, mon podcast Money Chill Out, j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Will Rainey et qui, en fait, est spécialisé sur l'éducation financière des tout petits. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est pas du tout un sujet que je maîtrise ou je me suis déjà posé la question. Après, ayant un petit bébé maintenant, je sais que dans quelques années, faudra m'y pencher. Mais donc, j'ai adoré, en fait, sa façon d'expliquer les choses et en fait de savoir, encore une fois, c'est de la connaissance. Maintenant, je sais qu'à partir de 4 ans, un enfant peut commencer à avoir de la pocket money, enfin de l'argent de poche, enfin qu'en fait ils comprennent énormément de choses. Enfin moi j'ai pas du tout été entourée de bébés enfin donc en fait aucune idée, et en fait à chaque fois devoir responsabiliser, qu'ils aient une certaine idée enfin, de qu'est-ce qui coûte, et voilà, de pouvoir toujours, dès qu'on donne, que l'enfant prenne l'habitude de garder un petit peu et de mettre dans une tirelire, enfin, Hmm. donc, et qu'il fasse plein de choix. Donc, c'est pas seulement avoir de l'argent une fois par an pour son anniversaire ou éventuellement à Noël, c'est vraiment, je sais pas, toutes les semaines, pour qu'en fait, il puisse cheminer. Et donc, il y a des semaines, et ben, il va mal dépenser, mais n'empêche que, bah, comme c'est toutes les semaines qu'il y a un petit peu plus, et ça peut être genre quelques centimes, enfin, c'est pas, on parle pas de gros montants. Du coup, ça permet vraiment d'éduquer l'enfant, et je trouve ça assez génial. Et puis, pareil, je posais des questions sur en tant que parent, en général, on a toujours un peu peur des questions des enfants qui sont souvent un peu blunt, je sais pas le mot, mais Brut. c'est un peu brut, voilà. Et donc, par exemple, tu gagnes combien? Ou est-ce qu'on est riche? Ou, enfin, parce que juste, ils ont entendu parler, leurs probablement copains, etc. Comment on répond à ce genre de questions? Et en fait, à chaque fois, ça sert à rien de donner des montants, c'est complètement abstrait, mais de dire, on a assez d'argent pour avoir la vie qu'on a envie de mener, on a assez d'argent pour pouvoir économiser un petit peu. Enfin, en fait, ça, c'est des concepts qui parlent, et du coup, le fait de pas être défensif aussi, parce que s'il y a les questions qui sont amenées par l'enfant, on n'a pas envie non plus de couper le sujet pour que du coup ça devienne tabou, et du coup c'est pas du tout le sujet à parler. Donc non, ça, adoré. Ok, top. Et de manière plus globale, est-ce qu'il y a des initiatives que tu suis, des choses qui te tiennent à cœur? Oui. Non, l'égalité homme-femme, ça c'est vraiment mon sujet un peu chéri. Et encore une fois, comme j'adore lire et que j'ai 2 bouquins à recommander qui sont géniaux en français. Il y en a un premier, c'est Le prix à payer de Lucille Quillet, génial. Et le deuxième, c'est Merci mais non merci, ou Comment les femmes redessinent la réussite sociale. C'est de Céline Alix, et les deux sont vraiment fantastiques. Trop bien. Bon, bah, on a plein de recommandations, on a plein de trucs à lire cet été ou à la rentrée. Euh, Ouais. Merci beaucoup, Marie-Caroline. C'était vraiment hyper riche. On a navigué entre les différents sujets, ton parcours et le sujet de la gestion des finances personnelles. J'ai trouvé l'échange passionnant, donc je te le dis en live, c'était vraiment trop bien. Trop Si sympa. J'étais on... ravie d'être là, et c'est génial d'être de l'autre côté du micro, tu vois. Ça va, ça a Ça été, me plaît j'étais pas, beaucoup. pas mauvais intervieweur. Je peux Génial. continuer. Je confirme. Si on veut te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple?
Sur LinkedIn, Ok. Marie-Caroline Lemay, ou alors sur Insta, Marika Fino, du coup, avec un K pour Marika. Et puis voilà. Ok, et on mettra les liens en description de l'épisode. Ouais, sympa. Dernière petite question que je pose vraiment à tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne qu'il faut absolument qu'on ait sur le podcast? Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander sur un sujet d'apprentissage, peut-être dans d'autres domaines, on va assez large. Ouais, j'avais pensé à Aleki, qui est une copine de Londres à la base, qui est mi-luxembourgeoise, mi-chypriote. C'est une personne hyper successful, elle est en marketing, elle a plein d'histoires dingues à raconter. Et maintenant, elle travaille pour le Philharmonique de Luxembourg, ils viennent de déménager là-bas. Mais ouais, gros profil et personne assez impressionnante en termes de carrière. Bon, bah écoute, on va essayer de la contacter. Enfin, on va la contacter, essayer de l'avoir sur le format. Je te remercie encore une fois. C'était un échange passionnant. Et il me reste à souhaiter une bonne suite de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci Marie-Caroline. Merci, un grand merci, c'est génial. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.